Salon de conversation, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Une série consacrée aux différents mouvements patriotes. Eh bien, on va commencer par le dernier né, mais bien né, le mouvement politique citoyen lancé par Philippe Murer. Alors, Philippe Murer, pourquoi le mouvement politique citoyen? Parce que les politiques ont trahi le peuple français, parce que la France est au bord d'un effondrement économique, social et civilisationnel, parce que Macron est un liquidateur, parce que les grands partis d'opposition n'ont ni courage ni projet pour la France, parce que les souverainistes sont divisés en de multiples petits partis affaiblis qui s'auto-annihilent. Et donc, seul le peuple français peut sauver la France. Il est vital de construire tous ensemble ce mouvement politique citoyen pour chambouler un système politique complètement bloqué. Le mouvement politique citoyen se veut donc un lien entre les différents courants patriotes, et c'est pour cette raison que Philippe Murer a organisé une conférence débat où il a invité les différentes sensibilités souverainistes pour débattre de l'Europe et du Frexit. On l'écoute. Le pays leur appartient pour eux. En fait, on a une petite oligarchie qui a tout simplement pris le contrôle du pays, des médias, de la politique. Cette oligarchie, elle s'est unie pour faire élire Emmanuel Macron, notre grand malheur à tous, il y a 7 ans. Et elle n'aime pas la France. D'ailleurs, son homme, que dit-il? Il n'y a pas de culture française. Elle n'aime pas non plus le peuple français. L'oligarchie nous dit, son homme nous dit que nous sommes des gens qui ne sont rien, des Gaulois réfractaires dont on interdit l'avenue en centre-ville depuis le début de l'année pour cause de voitures qui polluent les riches. Et puis, il faut aussi mater le peuple pour elle et le faire savoir. Vous avez vu que quand des Français en grande difficulté osent descendre dans la rue pour dire qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, qu'ils n'arrivent plus, en fait, à vivre correctement, cette oligarchie, elle donne des ordres ou elle applaudit les ordres d'enfumer ces Français au gaz lacrymogène ou de leur tirer dessus au LBD. Notre seul adversaire, c'est donc cette plutocratie mondialiste et européiste qui nous a imposé Macron le liquidateur et l'homme de la répression des Gilets jaunes. Quelle est la solution, Philippe Murer? La solution, elle est simple. Il faut juste avoir le courage de le dire. Faire renaître notre agriculture, ça impose la sortie de l'Union européenne. Ce qui signifie renégociation automatique de tous les traités de libre-échange. Et donc, à ce moment-là, on peut mettre des clauses pour limiter la concurrence sur les produits agricoles. L'agriculteur français pourra alors vivre de son métier, de prix correct, au lieu d'être obligé, comme aujourd'hui, de quémander des subventions. Il ne sera plus enseveli sous les normes absurdes de Bruxelles. Il faut arrêter avec le délire de la surtransposition. C'est Bruxelles. L'ennemi, ce n'est pas le fonctionnaire français. Les normes sont à Bruxelles. Ceux qui vous le disent que le problème, c'est la surtransposition, vous mentent. Il faut arrêter d'accuser la France. Il faut accuser là d'où viennent les normes de l'Union européenne. La France libre, elle pourra surtout afficher très lisiblement sur toutes les étiquettes des produits que vous mangez. Est-ce que ça vient d'Ukraine? Est-ce que ça vient du Brésil? Est-ce que ça vient de Chine? Ou est-ce que ça vient de France avec un drapeau bleu, blanc, rouge? Et là, le chemin, en fait, s'éclaire pour les agriculteurs, comme il s'éclairera pour l'industrie et toute notre économie. La seule solution, donc, le Frexit. Le débat, animé par Philippe Murer, entre Henri Guénaud, sensibilité souverainiste, et Frédéric Poisson, sensibilité patriote de Florian Philippot. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous n'en sommes pas arrivés là parce que le système social, qui est le fruit du compromis de l'après-guerre, le pacte social qui a été conclu au moment du programme du Conseil national de la résistance et de sa mise en œuvre, c'est pas ce pacte social qui est défaillant, c'est que nous avons détruit sciemment la société et l'économie depuis des décennies. Et comme tout système social, il s'est trouvé submergé par les victimes, submergé par les ayants droit, submergé par toutes les... vous voyez, toutes les victimes des politiques que nous avons faites, vous les connaissez tous, mais oui, la mondialisation heureuse telle qu'elle a été faite n'était pas heureuse, elle n'était pas intelligente et elle ne pouvait pas conduire à autre chose. Oui, l'Europe telle que nous l'avons faite ne peut pas conduire à autre chose. Et oui, le renoncement de nos politiques, oui, l'idéologie, je prends le terme de Roland Hureau, l'idéologie dominante du moment dont nous sommes en train de ce moment dont nous sommes en train probablement de sortir,
tout cas nous atteignons à mon avis les limites, l'idéologie, elle était extraordinairement destructrice. Et plutôt que de passer son temps sur les plateaux à insulter ou à caricaturer tous les mouvements qui nous déplaisent, y compris l'élection de Trump, il faudrait mieux que nous passions notre temps à nous demander ce que signifie l'émergence de tous ces mouvements, ce que signifie l'élection de Donald Trump. Mais ce n'est pas en détruisant notre modèle social que nous allons résoudre le problème, c'est en remettant de l'ordre dans l'économie et dans la société que nous allons peut-être arriver, sans détruire ce qui fait notre socle de solidarité, et qui est un des nœuds de notre sentiment d'appartenance, que nous le voulions ou non. Pour ça, il faut reconstituer, et c'est ça, ce sont les vraies questions politiques d'aujourd'hui, un imaginaire commun, il faut reconstruire l'école, il faut reconstruire l'économie, il faut reconstruire la société, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Reconstruire une nation, peut-être, en fait, tout simplement. Oui, mais ça va au-delà de la question de la nation. C'est-à-dire que la nation comme concept politique, c'est la notion de peuple qui est la plus importante. Une nation, c'est un peuple. Un empire, c'est plusieurs peuples. Cette Union européenne est-elle le cheval de Troie des Américains? Réponse de Thierry Mariani du Rassemblement national. Contrairement à l'orateur suivant, moi je suis plutôt, j'allais dire, je découvre de l'intérieur, parce que je ne me lasse jamais de découvrir les perfidies de l'institution que j'ai rejointe. Donc, je rappelle brièvement, j'ai été élu 25 ans député français et depuis, c'est mon deuxième mandat au Parlement européen. Alors, est-ce qu'on est le 51e État des États-Unis? Je vous laisserai la conclusion. Moi, j'ai répertorié 8 domaines dans lesquels, de plus en plus, l'Union européenne se retrouve, non pas État des États-Unis, mais pieds et poings liés avec l'Union européenne. J'ai presque envie de dire qu'on est plus proche de Porto Rico que d'un des 50 États, puisque Porto Rico, comme vous le savez, n'a même pas le statut d'État, mais est un territoire américain quand même. À l'issue des débats, une seule solution donc à toutes ces dérives, le Frexit. Il y avait face à Thierry Mariani l'excellent historien des questions militaires Laurent Ellinger qui a rappelé les rivalités qui existaient entre le Royaume de France et le Saint-Empire germanique. De toute façon, pour moi, l'Union européenne n'a jamais été un rêve, une utopie. Je pense que la France s'est créée il y a 1000 ans par refus de recréer l'Empire romain d'Occident. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la nation France. Et que depuis 1000 ans, les descendants de ce projet, qu'on a appelé au Moyen-Âge le Saint-Empire romain germanique, les descendants, les héritiers de ce projet, rêvent de réinclure la France. Et que la France est le plus grand emmerdeur de l'histoire européenne depuis 1000 ans, enfin en Europe occidentale. Et qu'on commence enfin à nous le faire payer. Et c'est aussi avec des chances sérieuses de succès, hélas. On est l'équivalent de ce que l'Empire romain appelait des États clients. On est un État client. L'Union européenne est un État client de l'Empire américain. L'Empire américain que tout le monde dit complaisamment être sur le déclin, c'est fini, le règne de l'Amérique est fini, etc., etc. Je pense qu'effectivement, l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus celle d'Eisenhower, c'est certain, mais ne vendons pas trop la bête avant de l'avoir tuée. Ils ont encore de très beaux restes, ils ont encore un appareil de répression et de destruction au niveau planétaire qui est pour l'instant imbattable, pour l'instant. Alors peut-être que dans 40 ans ça sera différent, peut-être que dans 40 ans la marine chinoise aura atteint le niveau suffisant pour espérer vaincre la marine américaine, mais il faut encore quelques décennies. Rien de tel qu'une bonne carte de la Renaissance pour visualiser la résistance française aux forces germaniques. Après ces considérations historiques, un autre atelier, la santé, animé par le professeur Perron, que l'on ne présente plus, et David Daoud de la revue Nexus.
Le professeur Et Perron. maintenant, je passe à la médecine. Alors, effectivement, c'est une démolition en règle à laquelle on assiste, mais il ne faut pas savoir que c'est par hasard, c'est totalement programmé. C'est l'État profond qui veut ça, c'est la démolition de tout le système public. Alors, on l'a vu avec la Poste, on l'a vu avec tous les services publics dans tous les pays. C'est voulu, c'est pas par hasard. Quand on voit qu'il y a des dizaines de milliards donnés à l'Ukraine, qu'il n'y a pas quelques dizaines de millions pour Mayotte pour donner de l'eau, qu'il n'y a pas, avec un demi-milliard d'euros pour la France, on peut construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmiers, des médecins pendant des années, des décennies, restructurer tout le système de santé, réarmer les urgences. Et pendant ce temps-là, on meurt aux urgences en France, quelquefois on attend 3-4 jours, on meurt sur des brancards. C'est totalement voulu. Ce que veut l'État profond, puis malheureusement, vous savez, on a un petit gars qui s'appelle président, qui est une marionnette. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, parce que ça... c'est Mac quelque chose, je sais plus. Non, c'est pas McKinsey, je sais, mais c'est Mac quelque chose quand même. Il est en train la volonté, c'est pas lui qui décide, parce que lui, je pense qu'il décide pas grand-chose, mais on lui impose un jour de vendre tout le système de public de santé français pour 1 euro symbolique à tous les fonds de pension américains. Il faut savoir ça. Donc c'est totalement voulu. Échange avec donc David Daoud. Force est de constater que les moyens, s'ils voulaient être mis, ils seraient mis depuis longtemps. Et derrière, il y a toute une structuration qui est établie pour laisser la place à quoi ? À ce dont on parle depuis des années, l'intelligence artificielle, le big data, la modélisation des patients. Comme tu disais, Christian, la suppression, la disparition de plus en plus des médecins de ville, des médecins généralistes, pour tout un tas de raisons. Et cette concentration, cette standardisation de la médecine. Et voilà, désolé, j'ai mis toutes mes fiches, parce que j'ai très mauvaise mémoire. Mais tout est là, en fait. Tout est déjà publié dans les médias, même mainstream, et dans les rapports officiels, les communiqués. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit très bien. Par exemple, ça, c'est la baisse du nombre de lits d'hospitalisation sur les 10 dernières années. Donc on voit parfaitement, on a perdu énormément de lits. Sous Macron, ça s'est accéléré. Donc pendant qu'on nous disait que la santé était prioritaire, qu'on manquait de lits, on enfermait des milliers. Les médecins, eux, d'ailleurs on parlait de Mayotte juste avant, je suis allé faire un petit tour sur les statistiques de densité de médecins par département en France en 2023. Bon, sans surprise, Paris possède la plus forte densité, donc 888 médecins pour 100 000 habitants. À Mayotte, c'est le plus bas score, c'est 89 médecins pour 100 000 habitants, donc 10 fois moins. J'imagine déjà comment ça doit être compliqué pour eux de se soigner avec le peu de moyens qu'ils ont, et alors là, le peu de présence médicale. Moi, j'ai des amis à la campagne qui viennent parfois à Paris pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, sinon c'est des mois d'attente. Donc autant dire que voilà, tous les gens qui ont des maladies type cancer ou autres qui se déclenchent et qui ne peuvent pas se faire dépister, c'est terrible. De la censure à la santé, il n'y a qu'un pas. Nous vivons une période donc où la présidente de Radio France, Sybille Veil, attaque la liberté d'expression et revendique, comme sa consoeur de France Inter, la censure au nom de la bien-pensance, du progressisme et autres fariboles. Le regard d'Azalbert, de François et de Frédéric Egouy, journaliste indépendant, sur cette dérive soviétique. Est-ce que vous pensez qu'une affaire comme celle-là, qui touchait dans le cadre général de la liberté d'expression, est-ce que vous pensez que c'est une affaire qui aurait pu se produire à un autre moment qu'au moment de la période Covid, qui était quand même un peu folle? Je pense que les problèmes de liberté d'expression, ils ont existé de tout temps, puisque la liberté, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et je pense qu'on ne s'en est pas beaucoup servi, on ne s'en rendait pas totalement compte. Donc on ne peut pas dire que la période Covid a été différente des autres périodes. Par contre, ça a été une période accélératrice. Et ce qui s'est passé en plus, c'est qu'il y a eu une apparition d'inversion accusatoire, de monopolisation de l'information dans un sens qui était totalement monolithique, avec des gens qui tombaient dessus et qui nous tombaient dessus
C'est-à-dire il y avait des sujets dont on ne pouvait plus parler. Alors on ne pouvait plus parler de l'hydroxychloroquine, le professeur Perron, et puis tout d'un coup, persona non grata, moi-même, alors que j'étais pas journaliste à l'origine. Enfin bref, on est devenus des personnes à ne pas écouter parce que notre discours ne correspondait pas à ce qui était attendu, à ce qu'on attendait de nous. En fait, c'est digne des méthodes soviétiques, on va dire. Hein. C'est digne des méthodes staliniennes, c'est-à-dire que la parole a été interrompue, coupée, et ça continue encore. Alors, c'est en train de se libérer, mais pas partout. Frédéric Egouy. Sur la partie indépendant qui est aujourd'hui votre activité de journaliste indépendant, quelles difficultés rencontrez-vous justement dans l'exercice de votre métier? Est-ce qu'il y a eu un changement alors, on revient toujours à cette période Covid parce qu'elle est un peu charnière, mais est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Comment vous l'avez vécu? Alors écoutez, moi, il n'y a pas beaucoup de changements parce que, donc, vous savez, comme vous l'avez dit, je bossais pour RT France avant. Je suis arrivé dans ce métier parce que j'avais conscience, je voyais que l'information était biaisée et je le digérais pas, pardon. Et donc je suis arrivé en bossant pour RT France et mon média, en l'occurrence, a été censuré. Et aujourd'hui, je fais face au même problème en tant que journaliste indépendant. C'est-à-dire que j'ai été à l'Élysée, j'ai posé une question et aujourd'hui, je suis blacklisté de l'Élysée, je ne peux plus y revenir. Et je reviens sur ce que disait Xavier tout à l'heure. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, un des problèmes fondamentaux, c'est effectivement ce cadre. Il y a un cadre qui est défini aujourd'hui, qui est défini par qui? Je pense qu'il va falloir se poser sérieusement la question aujourd'hui. Et ce cadre qui est extrêmement restrictif, en fait, vous ne pouvez pas en sortir. C'est-à-dire que si vous sortez de ce cadre-là, vous êtes automatiquement, vous n'avez plus le droit d'exister dans ce qui fait l'opinion publique. C'est-à-dire que le débat est complètement sclérosé. Et ce cadre est de plus en plus restrictif. On l'a vu donc effectivement pendant la période Covid, mais pas seulement pendant la période Covid. Moi, je m'intéresse à la politique internationale. Je travaille sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on voit bien que le débat sur l'Ukraine, si vous voulez, il est limité. Il est interdit de discuter au dehors du cadre qui est extrêmement restrictif et qui est que la Russie commet une guerre d'agression contre un pays, contre un État souverain. Et le problème de cette question-là, c'est que quand vous partez de ce simple constat, on vous empêche, en fait, on vous limite les solutions que vous pouvez apporter à ce problème. C'est-à-dire que les solutions que vous pouvez apporter quand vous partez de ce simple constat vont être de dire tiens, il faut sanctionner la Russie parce que voilà, c'est ce qu'ils font, on sort du droit international. Et on vous propose des solutions qui vont à l'encontre de vos intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez les pots cassés des décisions qui sont prises parce qu'on vous a empêché d'avoir le débat, d'élargir le cadre du débat, qui aurait été évidemment, si on élargit le cadre du débat sur l'Ukraine, qui aurait été de dire, oui, il y a eu Maïdan, il y a eu l'incident de la maison des syndicats, il y a eu les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par Hollande et par Merkel, il y a eu les bases de la CIA à la frontière, il y a eu les biolabs, il y a eu etc. etc. Mais le problème aujourd'hui auquel on fait face, et auquel on fait face nous tous, c'est-à-dire que moi en tant que journaliste, mais plus généralement, c'est que cette expression-là, en fait, elle n'a plus le droit de citer effectivement dans le débat public, et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer d'attaquer, c'est ça qu'ils attaquent aujourd'hui frontalement. Une évolution aujourd'hui aux États-Unis qui est notable et positive, parce qu'on a Elon Musk, on peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, mais qui quand même a libéré la parole sur Twitter. On a sur Facebook Mark Zuckerberg qui a retourné sa veste, qui a avoué et qui a dit, et qui lui a mis les mots sur le responsable, en fait, finalement, le censeur en chef, en disant, voilà, moi, à l'époque du Covid, je ne pouvais pas publier parce qu'on m'interdisait de publier ceci, qui a dit, l'affaire Hunter Biden, je ne pouvais pas écrire dessus parce qu'on m'a interdit d'écrire dessus, parce que l'État profond lui interdit d'écrire dessus. Et donc, on est là face, à mon sens, au problème fondamental auquel on fait face aujourd'hui en Europe d'autant plus, parce que l'État profond est en train d'être démantelé aux États-Unis, donc il est en train de revenir en Europe, il est en train de revenir à Bruxelles, et donc vous voyez Bruxelles qui s'attaque frontalement à la liberté d'expression, à cette liberté qui ne veut pas qu'on dépasse de ce petit cadre, parce que évidemment, si on sort de ce cadre, ils ne peuvent plus prendre les décisions qu'ils veulent prendre. Donc c'est aujourd'hui, on doit avoir toutes les alarmes qui s'allument, parce que on a une attaque franche
de Bruxelles contre notre liberté d'expression. C'est-à-dire que vous avez encore le droit de discuter sur Internet, dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de l'amener dans le débat public. C'est-à-dire que vous en avez l'interdiction avec des outils législatifs aujourd'hui, hein, avec le DSA, avec le Media Freedom Act, avec maintenant Nathalie Loiseau qui a le bouclier démocratique européen, le bien nommé. Et tous ces outils-là sont faits pour vous empêcher de sortir de ce cadre, pour empêcher le débat public de sortir de ce cadre, parce que sortir de ce cadre, si vous ne pouvez pas sortir de ce cadre, vous pouvez pas, ils ne pourront pas prendre les politiques qu'ils mettent en œuvre et qui vont à l'encontre de nos intérêts. Merci à tous ces intervenants et petit cadeau dans cette vidéo, le moment hamiltonien. Oui, après la conférence débat du mouvement politique des citoyens, je voudrais donc terminer ce salon de conversation avec une analyse de Fred, dit le Parisiaste, que vous connaissez bien, qui a eu ce geste d'amitié de nous fournir cette vidéo. Il nous explique le moment hamiltonien. Et toi, Fred, t'en penses quoi ? Alors déjà, j'en profite pour citer le tweet, la reprise d'une information importante qui n'a pas échappé à la plupart d'entre vous, mais je le dis au cas où. Merci donc à Camille qui l'a reporté à mon attention. C'est que selon énormément de posts là qu'on trouve sur X, et notamment de Éric Revel et d'autres, etc. On en parle partout. Le Monde, d'ailleurs, Le Monde FR, Le Monde FR en parle. Le symbole est lourd, je donne leur titre. La France emprunte désormais plus cher que la Grèce. Pour les obligations à 5 ans, le taux d'intérêt du gouvernement français est aujourd'hui de 2,48% contre 2,40% pour Athènes. Moi, je vous dirais juste un truc, c'est que le moment hamiltonien fait référence au premier secrétaire d'État au Trésor américain, au sortir de la guerre de sécession aux États-Unis. Et avant, d'ailleurs, la Révolution française, Hamilton, c'est le personnage extrêmement compétent qui dit « il va falloir maintenant construire l'Amérique, établir une feuille de route industrielle pour industrialiser ce pays, ne pas louper la grande transformation qui a lieu, qu'on appelle révolution industrielle déjà à l'époque, et aussi exsangue au sortir de la guerre de sécession, la plupart des États américains sont surendettés. Donc il propose ce qu'il appelle la mutualisation de la dette. Et on sait historiquement que c'est le grand jalon qu'on peut prendre comme point de départ de la fondation de l'État fédéral américain. Donc c'est pour ça qu'on emploie l'expression moment hamiltonien. Et c'est pour ça aussi que je trouve extrêmement troublant, ça c'est une remarque personnelle, purement intuitive que je fais, mais je pense qu'elle va interpeller plus d'une personne ici sur le Space. Je trouve donc extrêmement troublant que dans plusieurs interviews, Barnier emploie l'expression de mutualisation. Il dit « je suis pour la mutualisation ». Il ne faut pas croire que c'est juste un mot qu'on sort du dictionnaire de manière logique. Ces termes-là sont en quelque sorte codifiés, si vous voulez. Et donc quand un personnage comme lui est pour la mutualisation, et qu'en même temps il explique bien que la France doit passer après la souveraineté européenne, il faut être bien conscient qu'il est le partenaire idéal de l'accélération de ce phénomène de fédéralisation. Et surtout à l'époque d'Hamilton, Hamilton a peut-être l'excuse de découvrir tout ça et d'être un économiste génial et un premier secrétaire d'État au Trésor pertinent, légitime, génial. Mais là, comprenez bien que 250 ans plus tard, on a le recul de l'histoire et qu'on sait que la soumission par la dette permet d'apporter des transformations profondes. Donc là, voilà la tectonique des plaques selon moi. Et moi, je vous annonce ma conviction là-dessus, sans chercher à la prouver autrement que par mon intuition, de n'avoir pas de source plus solide que cette analyse-là. Mais je suis intimement persuadé qu'il y a intentionnalité, accélération du plan. D'ailleurs, à côté de ça, une armée commune, pourquoi pas donner la force de frappe nucléaire française à l'Europe, etc. Donc tout s'accélère dans cette direction-là. Et notamment, ce qui se passe en Ukraine est un excellent catalyseur pour eux. Donc non, je pense en effet que le but, c'est en effet de gommer les identités et de les fondre à l'intérieur de ce fédéralisme. Et donc, pour moi, la situation actuelle de la France financière est voulue, orchestrée, catalysée par des monstres. Et je prétends aussi, sur mon propre Space, pardon, John, je ne veux pas t'éclabousser par ma mauvaise langue. Non, je t'en prie, c'est intéressant. Voilà, mais moi, si tu veux, j'assume totalement le fait que, selon moi, ce sont des agriculteurs, de petits consultants en bout de chaîne alimentaire, de gens qu'on oppresse et qu'on écrase par cette pression fiscale complètement délirante. Et on a des gens sur le Space qui pourraient témoigner en plus des délires kafkaïens dans lesquels
lesquels ils sont coincés, du simple fait qu'ils veuillent se dépatouiller de la pression administrative et bureaucratique qui vraiment est folle dans ce pays. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose d'organiquement inévitable. Ce n'est pas quelque chose de fatal. C'est pas quelque chose qui s'est mis en place comme ça du simple fait de la succession d'un certain nombre d'erreurs, de jugements ou parce que des incompétents étaient au pouvoir. Les incompétents, on les choisit, selon moi, pour en faire des pantins. Non, je pense qu'il y a une intentionnalité. Pourquoi ? Parce que la première des choses qu'on a détruit à l'échelle du pays, eh bien, et qui n'est pourtant pas une science, hein, mais que tout le monde sait reconnaître au premier regard quand il y est exposé, eh bien, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Voilà. C'est là où on se dit que le Frexit, c'est vraiment une urgence. Ouais. Ce salon vient de se terminer. J'espère que vous avez apprécié la richesse des débats, des échanges. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous avez apprécié, voire détesté. Je voudrais remercier plus spécialement Philippe Murer pour toute sa confiance et puis pour tous les extraits qu'il m'a fournis pour construire ce salon de conversation. Et un grand merci à Fred. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.